Bonsoir à tous. Donc, nous retrouvons maintenant pour le Focus, donc avec Stéphanie Mélorinette, qui remplace Harold ce soir. Donc, tout d'abord, pour faire un petit point quand même sur ce qui est prévu pour le Focus cette semaine, donc, puisque je remplace Harold, donc je propose un nouveau développement, on va dire, de ce Focus. Donc, ce qui est prévu, c'est donc de décrypter l'actualité tout au long de ces 2 dernières années, 2 crises sanitaires, une crise sociale actuellement. Le but, c'est de communiquer en fait avec d'autres acteurs de la société civile, des entrepreneurs, des artistes, mais aussi de s'intéresser à la crise sociale sous d'autres angles. On n'oublie pas effectivement qu'il y a l'actualité locale, mais il semblait important, quand même essentiel, de pouvoir partager en fait cette parole qui est donnée en fait à travers cette heure en fait d'échange à d'autres personnes de la société guadeloupéenne. Donc ce soir, déjà, tout d'abord, je vais vous annoncer une visioconférence qui va certainement en intéresser plus d'un, puisque l'autonomie est à l'ordre du jour, la question du moment. Donc demain, le CAGI vous propose une visioconférence, donc l'autonomie dans les Outre-mer français, deuxième volet, l'État, l'Europe et l'autonomie. Donc c'est avec Julien Mérillon qui parlera de l'autonomie dans le débat politique en Guadeloupe, et Gregorio Bianchini de l'Université de Montpellier qui parlera de l'Union européenne et autonomie locale. Donc ce sera en direct sur Éclair TV, la chaîne du CAGI sur YouTube et sur le live stream du Coreca officiel sur Facebook. Donc c'est demain matin à 11h. Donc ce soir, dans le Focus, nous accueillons Olivier Nicolas. Bonsoir. Olivier Nicolas, qui a occupé de nombreux postes dans la communication, mais qui est ici ce soir en tant qu'ancien journaliste et qui va pouvoir nous faire partager son expertise, puisque nous avons choisi de discuter ce soir du regard que les médias étrangers portent sur la Guadeloupe et sur la crise sociale en particulier. Alors en premier lieu, Monsieur Nicolas, nous allons commenter un petit peu l'actualité locale. Alors notre première diapo, donc ici une petite annonce donc sur Twitter de Clémence Apetobor, qui est journaliste en Guadeloupe. Barrage en cours à Jarry, poumon économique de la Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on en dit de cette actualité ? On en dit que dans le contexte actuel, un barrage pareil à Jarry, qui est précisé comme étant le poumon économique, ça a tout de suite dû laisser penser, en plus au moment où les négociations qui étaient engagées ce matin ont capoté, on a dû se dire, ça y est, c'est parti, les blocages repartent, puisque il en est question, au vu des déclarations des représentants du collectif. Mais là, en réalité, la journaliste précise que c'est un conflit très localisé qui concerne la société ArcelorMittal. Et c'est l'occasion de rappeler qu'il y a toute une série de conflits qui sont en cours aujourd'hui en Guadeloupe et qui nourrissent parfois la colère sociale. Je dis parfois pour ne pas dire fréquemment, parce qu'il y a un vrai souci de dialogue social en Guadeloupe. On le sait depuis longtemps. Il y a de nombreuses professions où les conventions collectives ne sont pas appliquées. On sait qu'il y a des difficultés dans un certain nombre d'entreprises, parfois dans des collectivités. Le dialogue est difficile. Et donc, on est dans cette situation de tension, de conflit très long, 100 jours. C'est énorme. Quand on y pense. Moi, je pense aux employés de la centrale Énergie Antilles, qui sont en grève depuis très longtemps aussi, et qui réclament quelque part qu'on s'occupe un peu d'eux, qu'on s'occupe de l'avenir de leur entreprise, qui était une entreprise florissante, qui était importante dans le mix énergétique guadeloupéen. Je les ai rencontrés à la faveur d'une campagne électorale il y a quelques mois, et c'est vrai qu'on s'habitue presque à avoir ces conflits-là, des gens qui campent devant les entreprises, et ça, c'est quelque chose qui ne fait pas honneur à personne, ni à la classe politique, ni aux syndicats qui sont la plupart du temps pas là pour laisser pourrir un conflit et qui essaient vraiment d'obtenir que ça s'arrange. Et donc voilà, donc c'est un triste constat encore une fois. Il y a beaucoup de progrès à faire et moi en tout cas, je pense que c'est un des grands défis qu'on a à relever dans les mois et les années qui viennent.
Tout à fait. Je pense que ça montre également qu'il y a beaucoup de conflits qui sont là, en sourdine. Enfin, en tout cas, le public n'en est pas nécessairement conscient. Et que finalement, les barrages ont l'air d'être le dernier ressort, en fait, pour se faire entendre sur le territoire. C'est souvent cette extrémité-là. Et encore une fois, il faut qu'on arrive à déminer certains sujets. Il y a des conflits qui se règlent. Il ne faut pas noircir le tableau et dire que c'est systématiquement mauvais. Mais trop souvent, on reste à se regarder un peu et à rester sur des positions. On parlera du débat public aujourd'hui, mais ça ressemble beaucoup un peu à ça. Hein. Des gens ne débattent plus vraiment. En fait, on assène des vérités, sa vérité. Chacun, après il y a de multiples réseaux aujourd'hui pour le faire, on peut prendre une caméra, se regarder avec un téléphone et annoncer plein de choses, défendre plein de positions et prétendre que c'est la vérité. On n'a jamais de débat vraiment contradictoire, de gens qui échangent des arguments, qui quelque part échangent des arguments et en arrivent quelque part à progresser dans la compréhension mutuelle. Et une des raisons pour lesquelles on a cette difficulté-là, je crois que les réseaux sociaux ils jouent quand même un rôle encore plus aggravant ces dernières années, parce qu'on a justement perdu ce sens du débat, ce sens de se retrouver face à quelqu'un qui ne pense pas comme vous, qui peut-être vous empêchera de dire certaines choses parce qu'il aura les arguments pour quelque part vous contredire, ou en tout cas vous amener à penser différemment, ou en tout cas il y a une progression mutuelle qui fait qu'on arrive à quelque chose. Et dans le débat public, dans le débat en général, il faut qu'on arrive, en Guadeloupe en tout cas, à mieux se comprendre et à se respecter davantage. Oui, je crois que c'est vraiment important aussi d'appuyer en fait sur le fait que les réseaux sociaux aujourd'hui permettent à n'importe qui, j'ai envie de dire, même pas tout à chacun, mais n'importe qui en fait, d'avoir une tribune. Comme on dit, il suffit d'avoir un téléphone portable, un bon réseau, des gens qui partagent. Réseau, voilà. Et malheureusement, en fait, ce partage exponentiel qui est favorisé par les réseaux sociaux a tendance à laisser penser que c'est la vérité. Donc, je pense que ça fait écho aussi un peu dans toutes les vidéos qui ont circulé à tort et à travers et qui laissent penser beaucoup de choses en fait au public et puis vont même générer beaucoup d'anxiété par rapport à la crise sanitaire. Oui, et quelque part, on vous incite à avoir une position simple. Parce qu'elle est simple, donc elle s'exprime simplement, elle va droit au but, elle va droit à la tête de la personne qui la reçoit. Et en général, on réagit de manière très mécanique. On est d'accord avec, on partage et on l'envoie à tout le monde. Et c'est comme ça que des idées, alors parfois c'est de la bonne, on partage de bonne foi. Hein. Et parfois on partage des choses qui ont l'apparence de la vérité, qui ont l'apparence du discours scientifique et qui viennent contrecarrer toute une pédagogie qu'on peut faire sur un sujet qui est parfois très complexe. Et c'est ça la difficulté, qu'on perd le sens de la complexité, on le remplace par des formules très simples, et très franchement, on en arrive à appauvrir le débat et surtout à se retrouver à défendre des positions qui sont parfois bâties sur du vent, sur rien du tout en fait. Tout à fait. Et puis là, on n'est pas en train de dire pour ou contre le vaccin ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas le débat ce soir. L'idée, c'est vraiment de dire qu'il faut vérifier ses sources. Et c'est même le sujet de ce soir, c'est comment est-ce que les informations qui sont véhiculées en Guadeloupe ou de la Guadeloupe sont sourcées. C'est-à-dire, où vont-ils chercher l'information, comment ils transmettent l'information. Alors, la deuxième, prochaine diapositive. Alors je reviens, j'en ai parlé tout à l'heure dans le journal, le bilan démographique de la Guadeloupe. On voit qu'au 1er janvier 2021, la population guadeloupéenne est estimée à 375 700 habitants. Donc elle a décru, moins 0,7, elle continue de décroître, tout à fait. Donc 0,7%, soit à peu près la ville de Bémao. Voilà, alors qu'en France métropolitaine, on voit que la population augmente. Prochaine diapo. Et si je peux juste dire quelque Bien chose sûr. Au sujet de la démographie, parce que ça devrait être, moi j'ai eu une grande frustration lors des dernières campagnes électorales, ça devrait être au cœur des discussions en matière de politique publique, ça devrait être au cœur des réflexions de nos responsables politiques. Parce que la démographie, c'est le signe du dynamisme d'un territoire. Et chez nous, en plus, il faut bien comprendre que la raison pour laquelle notre démographie décroît, c'est parce que nos jeunes s'en vont. Oui. Et souvent, nos jeunes diplômés, ils partent et ne reviennent pas.
Et comme ils ne sont plus là, ils ne font pas d'enfants. En tout cas, ils ne les font pas chez nous. Ils vont les faire ailleurs. Exactement, ils les font ailleurs. Et leurs enfants, souvent, s'enracinent ailleurs. Et ils ont du mal à revenir. Moi, vous savez, je suis né en Guadeloupe. J'ai fait mes études en métropole, dans l'Hexagone, à 18 ans. J'ai fait de 0 à 18 ans ici. Mais j'ai tenu à revenir. Et je sais que ce n'est pas le choix que tout le monde a fait. Évidemment, je suis revenu parce que j'avais un avenir professionnel qui se dessinait ici. Mais la réalité, c'est que ce dynamisme démographique perdu est en train de peser sur beaucoup de nos choix. On va devoir se préoccuper de manière massive des personnes qui vont atteindre un âge important parce que les progrès de la médecine font qu'on vit de plus en plus longtemps, mais on ne vit pas toujours dans l'autonomie. Et donc, on va se retrouver avec des gens dont il va falloir prendre soin, des aînés, en masse. Et ça, c'est un vrai sujet. À l'inverse, on va devoir fermer des classes parce qu'on a de moins en moins de jeunes. Et on connaît la logique du système. Et c'est vrai que ça affaiblit aussi notre éducation nationale. Et le dernier élément, ça vient fausser toutes les statistiques. Parce que quand vous avez moins de population, vous avez un produit intérieur brut par habitant qui vous donne l'illusion qu'il grimpe, puisque vous avez moins d'habitants. Donc forcément, vous avez cette impression qu'on s'enrichit, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. On a de même l'impression que le chômage baisse. J'entends beaucoup d'hommes politiques dire « Ah, mais depuis 3-4 ans, le chômage baisse ». Si la population active baisse, évidemment, le chômage va baisser. Et c'est ce qu'on appelle une baisse en trompe-l'œil. Donc, quelque part, il faut faire très attention et surtout, à un moment donné, il faut vraiment s'en préoccuper parce que la qualité de vie pour une population qui vieillit est terrible. Et je termine avec une dernière chose qui est vraiment la partie la plus inquiétante. Comme on a eu un chômage de masse dans nos territoires pendant des décennies, on arrive aujourd'hui avec des gens qui arrivent à la retraite et qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ont vécu de minima sociaux. Et ça, c'est un drame social aussi parce que c'est des gens où vous allez vous retrouver avec une vraie difficulté pour eux de joindre les deux bouts. Ils auront du mal à payer des loyers, ils auront du mal à se nourrir, ils auront du mal. Et c'est des gens qui vont venir grossir les aides caritatives. Et ça, c'est pareil, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment, moi, au conseil départemental, on avait engagé une vraie réflexion sur ces questions-là parce que c'est au cœur de l'avenir du territoire. Et malheureusement, on est plus en train de se préoccuper de ça alors qu'on devrait se préoccuper des jeunes en difficulté. Mais c'est vrai qu'on doit maintenant gérer une jeunesse vraiment en déshérence et puis une explosion du nombre d'aînés qu'il va falloir D'ailleurs, gérer. des aînés qui se retrouvent de plus en plus dans les EHPAD. Ça, c'est... Ou pas. Parce qu'en fait, les EHPAD, c'est une solution pour des gens qui ont des moyens. Oui, tout à fait. Mais globalement, et puis on sait très bien que les EHPAD, alors qu'il y a eu beaucoup de progrès en matière d'accueil, et je ne dis pas que c'est des endroits déshumanisés, on prend soin des gens. Néanmoins, on privilégie, en tout cas c'est la politique qui avait été menée au conseil départemental, on favorise autant que possible le fait de rester à domicile ou alors d'aller dans des familles d'accueil. Parfois si les enfants sont partis, c'est difficile de rester à domicile. Vrai. Et donc, on a un bouleversement terrible. On ne se rend pas compte qu'une grosse partie de la crise d'aujourd'hui, la crise du pays, c'est aussi ça. Cette impression que cet avenir-là est un peu sombre et nous échappe. Et c'est là où vraiment, moi, en tant que responsable politique, puisque j'ai aussi une casquette de responsable politique, c'est vraiment au cœur des réflexions que j'ai envie de mener aujourd'hui parce que c'est le cœur des problèmes du pays. Tout à fait. Alors, notre prochaine diapositive. Alors toujours sur l'actualité guadeloupéenne, mais vue depuis le monde, donc depuis l'Hexagone, enfin en tout cas depuis ici, mais pour l'Hexagone. Donc je ne sais pas si vous avez pu lire cet article sur le crépuscule de Pointe-à-Pitre. Oui. Il a été beaucoup partagé. Alors qu'est-ce qu'on en pense? Personnellement, je me suis dit, alors un article bien écrit, documenté sur le terrain, sur le territoire pointois, mais qu'est-ce que ça dit de nous quand c'est lu à l'extérieur? Qu'est-ce que ça dit en fait de l'administration guadeloupéenne, de la ville, La journaliste qui l'a écrit, c'est une grande reporter. Ce qu'on appelle un grand reporter dans un journal, c'est quelqu'un qui est vraiment senior, qui a de l'expérience. Raphaël Baquet, c'est quelqu'un que je connais en plus personnellement. On n'a pas pu se voir lors de son passage, mais c'est quelqu'un qui a vraiment écrit sur beaucoup de sujets, un peu partout dans le monde. Et donc voilà.
Elle livre un article qui, à travers un portrait de Pointe-à-Pitre aujourd'hui, essaye de dire un peu les difficultés du pays, peut-être même un peu les contradictions du pays. Bon, il y a quelques simplifications qui sont faites, mais on ne va pas s'attarder à ça, mais juste pour dire que elle montre qu'on a un vrai sujet aujourd'hui de mise en œuvre des politiques publiques et d'impuissance publique chez nos élus. Pas par manque de volontarisme, parce que pour la plupart, ils ont la bonne volonté, ils essayent de faire, mais parce qu'on a un peu trop laissé certaines pratiques s'installer. Et en plus de ça, on a parfois des systèmes de calcul, des dotations, des subventions qui ne sont pas toujours adaptés à nos réalités. Pointe-à-Pitre a souffert d'être une ville avec 17 000, 20 000 habitants, parfois un petit peu plus. C'est une ville qui a perdu beaucoup d'habitants, mais qui en accueille le double, voire le triple dans la journée. Et c'est vrai que c'est une commune, une ville qui a des charges qui sont parfois exorbitantes par rapport à ce qu'il peut faire. Il y a eu de la mauvaise gestion, c'est incontestable. La Chambre régionale des comptes le dit, avec sévérité, parfois trop sévèrement, il faut aussi le dire. Voilà, ce genre d'article ne fait pas plaisir, mais il faut quand même lui reconnaître une volonté d'avoir présenté les choses de la manière la plus factuelle possible. Et il ne faut pas s'offusquer, parce que j'ai eu beaucoup de réactions, encore on passe pour des gens qui ne savent rien faire, etc. Non, ça dit l'état de déliquescence de certains services publics, de certaines politiques publiques. Et c'est là-dessus où il faut réagir, pas se dire que c'est un complot pour que la Guadeloupe, bien sûr. La Guadeloupe soit mal vue à l'extérieur. Elle dit bien, le début de l'article, c'est de dire qu'il y a un contraste terrible entre les gens qui débarquent de l'avion, qui se rendent tout de suite sur les plages, et quand ils viennent dans Pointe-à-Pitre, on les emmène au marché, on évite de leur montrer les endroits où les tuyaux cassent, évidemment. Non, il faut qu'on ait le courage de se regarder, de se dire que beaucoup des politiques qui ont été malmenées, c'est à notre niveau que ça s'est passé. On peut toujours invoquer l'État, et l'État a sa part de responsabilité. Mais l'État ne peut pas, et elle dit ça dans son article, et c'est quelque chose qu'il faut entendre, ne peut pas être à la fois la source de tout bien et de tout mal, parce que c'est un État qu'on critique en permanence et dont on attend tout paradoxalement. Donc il y a un moment donné où on a cette contradiction-là à gérer et à régler. Tout à fait. Alors on continue donc notre déroulé. Donc là, on va passer sur on va dire la presse internationale. Donc on sait, je sais de sources sûres, donc il y a beaucoup de journalistes, de nombreux journalistes qui sont venus sur le territoire pendant au plus fort de la crise. J'ai envie de dire, quand ça brûle, quand il y a du sang, la presse afflue, en fait. Donc, voilà, on aimerait que autre chose soit valorisé, en fait, en Guadeloupe. Mais en tout cas, l'idée, c'est de voir... Donc, on revient sur la diapo, de regarder un peu les diapos. On va regarder les titres. Donc, là, donc, c'est en anglais. Donc, c'est Al Jazeera, donc, qui est une chaîne... qui est aussi basée à Londres. La colère à propos de l'obligation vaccinale pour les travailleurs de la santé dans l'archipel franco-caribéen a mené à des jours de manifestations violentes. Et puis on montre donc ce magasin à Pointe-à-Pitre qui a été pillé, donc looted. Diapo suivante. On va faire un petit tour un peu de... Donc toujours Al Jazeera. Donc moi, ce qui m'intéressait, je regardais tout en bas Macron's Prime Minister and Lawmakers from the Caribbean. Alors je me dis, est-ce que lawmakers c'est le bon mot quand on parle des élus en fait. Voilà. Ensuite, la suivante, toujours Al Jazeera. Alors moi, je me dis, voilà, le président Macron a un nom, mais pas le maire de Pointe-à-Pitre. On ne sait pas de quel maire il s'agit. Est-ce que c'est le maire actuel? Est-ce que c'est l'ancien maire? Je ne sais pas. Ensuite, on continue. Ici, on a France 24. La Caraïbe francophone qui est donc bouleversée par des contestations à propos des mesures Covid. Suivante. Ensuite, on a le Washington Post aussi, donc qui a fait un sujet. Donc, j'ai pas pu extraire la vidéo. Donc, qui dit que la France, le président Macron, le président français,
warns. C'est toujours la traduction prévient voilà, d'une situation explosive. Alors j'ai trouvé intéressant de retrouver dans beaucoup de titres ce mot situation explosive. On peut passer la prochaine. Ici, c'est El País, donc las medidas para frenar, donc les mesures pour freiner le Covid-19 provoquent des perturbations dans la France des Outre-mer. Donc ici, si on reste sur cet article, il y a quelque chose qui m'avait donc interpellée. Est-ce que je vais retrouver non, bon, on peut passer à la suivante, non. On peut passer à la suivante. Ici, c'est donc DW, qui est donc un média allemand. Donc, moi, ce qui m'avait choqué, quand ils parlent... Voilà, ils disent en bas, Guadeloupe is part of France, but its vaccination rate is on par with that of other nearby Caribbean islands. Alors, je me suis dit, est-ce que ça, c'est juste? Est-ce qu'en fait... le taux de vaccination est équivalent, ou en tout cas au taux de vaccination des autres îles caribéennes? Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé, puisqu'il y a des territoires où ça avance assez vite, puisqu'il y a eu des décisions gouvernementales très fortes qui ont été prises à Saint-Vincent de mémoire, en la Dominique aussi. Mais c'est vrai qu'on est, en termes de région française, dans le queue du peloton, hein, c'est très clair, y compris outre-mer. La Réunion atteint des taux, je crois, de mémoire de 70%, quand nous sommes toujours autour de 40%. Donc il y a une vraie différence. Dans la Caraïbe, oui, vous avez des territoires qui sont très vaccinés, d'autres qui le sont beaucoup moins. Certains ne l'ont pas été par des problèmes d'approvisionnement, il ne faut pas se mentir. Hein. Ce n'est pas simplement une méfiance. Il y a eu une méfiance, c'est incontestable, mais beaucoup de territoires, c'est parce qu'ils ont mis du temps à se fournir, à être fournis. Et quelque part, pour avoir quelques amis dans la Caraïbe, ils nous ont trouvé un peu sur ces questions-là, en tout cas des gens qui n'ont pas d'opposition particulière sur le vaccin, ont été un peu surpris de notre réticence quand eux recherchent des doses et essayer de ne pas les payer trop cher, et que nous, notre vaccination est gratuite et qu'on n'en veut pas. Donc voilà. Donc la Caraïbe est diverse, comme il y a vraiment de tout. Il y a vraiment des territoires très vaccinés. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de ce premier, ces premières coupures de presse justement sur la crise sociale en Guadeloupe? Alors déjà, pour réagir à une chose que vous avez dite au début, non, je pense qu'on ne peut plus dire que la Guadeloupe intéresse à partir du moment où il y a le feu. Parce que c'est oublié que sur les 5, 6, 8, 10 dernières années, parce que la Guadeloupe, en termes de destination touristique, a fait beaucoup de progrès. Et vous savez, le tourisme, c'est une mode, mais il y a quand même eu des problèmes géopolitiques dans un certain nombre de lieux très touristiques. On va dire le Maghreb, certaines destinations proches de l'Europe. Et on a bénéficié pendant une période d'un report de destination vers chez nous. Et tout ça a généré, je crois, parce que je suis très sensible à ça, beaucoup d'articles très positifs, beaucoup d'articles. Oui. Voilà. Alors après, toujours pareil, la carte postale, la réalité. Donc c'est vrai qu'on a l'impression du coup qu'on a une explosion sur des sujets qui sont un peu négatifs, mais qui sont aussi notre réalité. La réalité d'un développement très inégal, d'inégalités sociales profondes, parfois de tensions entre des syndicats, un patronat, et puis le problème de l'eau. Le problème de l'eau, c'est quelque chose qui depuis plusieurs mois, plusieurs années même, génère des articles un peu négatifs, parce qu'il faut bien comprendre que pour l'observateur extérieur, on a vu beaucoup d'articles qui viennent de la presse étrangère. C'est une bizarrerie ce qui nous arrive. On est un territoire français, on est réputé comme étant du coup extrêmement aidé par la métropole, pour reprendre cette terminologie-là. Et pourtant, on a des problèmes d'eau. Donc c'est vrai qu'il y a une appétence de la part des médias d'aller voir pourquoi, comment, qu'est-ce qui explique cela.
Donc il y a effectivement des moments où l'intérêt sur notre territoire se fait à l'occasion de crises ou de parler de choses qui ne vont pas. D'ailleurs, ce qui intéresse les journalistes, on dit souvent, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Les trains qui arrivent à l'heure, ça n'intéresse personne. Oui, donc voilà. Donc là, effectivement, on s'est retrouvé avec, parce que l'actualité le nécessitait, une volée d'articles pas très positifs, mais et on peut distinguer ceux qui se contentent de raconter les faits à partir de dépêches AFP, Reuters, ou donc des articles qui sont écrits parfois depuis un bureau, parfois avec des correspondants locaux, ou parfois avec des envoyés spéciaux et depuis l'endroit, ça peut être Al Jazeera, vous avez dit à Londres, ça peut être depuis Berlin, on va réarranger tout ça et faire un article qui tient à peu près la route. Et puis vous avez des médias qui, dans ces moments-là, trouvent le moyen d'envoyer quelqu'un sur place et qui va faire le boulot d'investigation, de recherche, d'essayer de trouver un angle qui ne soit pas simplement le récit des faits tel qu'on l'a, mais d'aller regarder un peu ce qui se passe derrière. Et là, pendant la crise, on a eu ce genre d'article aussi, de gens qui sont allés sur les barrages, qui ont interviewé, parfois c'était difficile, parce qu'ils n'étaient pas toujours bien accueillis, mais pour essayer de comprendre pourquoi cette jeunesse était sur les barrages, quelle était sa revendication, est-ce qu'ils étaient en phase avec la revendication sanitaire, est-ce qu'ils étaient plutôt sur une désespérance. Donc, dans ces moments-là, il y a un peu de tout. Encore une fois, il y a des articles qui sont faits dans les règles de l'art et d'autres qui vont insister sur le spectaculaire, sur la fumée, sur les immeubles qui ont été détruits. Et c'était une réalité. Il fallait en parler. Il fallait en parler, tout à fait. Bien sûr. Alors, on marque une courte page de pub et on revient pour continuer notre décryptage. Pardon.